Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Tu vois ces moments où tu as l'impression que la connexion entre ton corps et ton esprit, elle a besoin d'un petit redémarrage, un peu comme quand tu rebootes ta Freebox un jour de pluie. Tu sais aussi ces moments où sans crier gare, tu te surprends à réagir complètement à côté de la plaque, une toute petite remarque et bam, c'est comme si tes émotions décidaient de sortir en freestyle total, souvent au pire moment possible. Et ce feeling d'être une actrice, mais une mauvaise actrice qui joue un rôle, mais qui n'est pas vraiment en phase avec le scénario. Et bien sûr, le scénario est toujours inspiré de Spielberg, of course. Tu fais des choses qui ne collent pas avec ce que tu es vraiment au fond de toi. C'est comme si tu avais un script, mais c'est pas le tien. Et peut-être même que, et là c'est plus grave, je pense, que des événements graves qui, avant, t'auraient fait bondir d'indignation ou pleurer toutes les larmes de ton corps, et maintenant, tu les regardes sans rien ressentir, comme si tu étais devenue une spectatrice un peu trop cool. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le mal du siècle, mais c'est en fait extrêmement courant. Il faut dire qu'entre les responsabilités, les bagages, les valises qu'on se trimballe, etc., souvent, on fait ce constat qu'on arrive à un moment de notre vie où on est coupé de nos émotions. Bienvenue dans l'épisode 110 de l'émission Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va voir ensemble qu'est-ce qui peut créer justement cette déconnexion émotionnelle. L'idée, c'est que tu puisses, si c'est ton cas ou si tu vois une personne de ton entourage qui traverse ce genre d'épreuve, développer de la compréhension, de l'empathie bien sûr, que ce soit vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis de toi-même. Parce que je pars du principe que quand on comprend les tenants et les aboutissants d'une situation, quand on voit les raisons possibles pour lesquelles on pourrait se sentir justement coupé de ses propres émotions, ça permet enfin de se donner l'opportunité, un premier pas pour dépasser ce malaise, cette incompréhension, cette honte, voire même cette gêne qu'on ressent, cette culpabilité, ce jugement en fait. Alors la première, le truc le plus grave peut-être, je dirais, même si franchement tout est grave, mais souvent l'une des raisons principales pour lesquelles tu peux te sentir coupé de tes émotions, cette raison, elle est liée au traumatisme passé. Et je sais que quand je parle de traumatisme, on a tendance à s'imaginer, entre guillemets, des trucs de ouf, si je peux dire ça comme ça, mais j'en parlais avec une patiente en coaching la semaine dernière. Elle me parlait du lien avec sa mère, etc. Et elle m'expliquait que quand elle était enfant, sa mère, elle lui avait gentiment expliqué qu'elle n'était pas capable de lui faire des câlins, etc. Ce qui est, elle avait conscience de ça, mais que du coup, toute son enfance, elle avait reçu très peu d'affection. Et du coup, ça, c'était un gros traumatisme pour elle. Ça a eu des grosses conséquences, même si elle a connu la raison, etc. N'en est-il pas moins qu'en tant qu'enfant, elle s'est juste... elle est tombée dans un espèce d'abîme intérieur émotionnel. Quand on traverse des événements difficiles, traumatisants, notre esprit, notre cœur, notre âme, si je puis même dire, il met en place des mécanismes de défense. Pourquoi ? Pour nous protéger de cette douleur, de cette souffrance intense. Et l'un de ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle en psychologie la dissociation émotionnelle. Qu'est-ce que c'est la dissociation émotionnelle ? C'est ce mécanisme en fait où on se coupe de nos propres émotions, de nos propres sentiments pour justement pas ressentir cette souffrance et
continuer à vivre. C'est vraiment une réponse de survie naturelle, si je peux dire ça comme ça. Sur le coup, ça marche bien, si je puis dire, mais à long terme, souvent, ça entraîne un espèce de sentiment de vide émotionnel, d'engourdissement, de non-réponse, de Robocop party, si je puis dire. Je vais vous donner plusieurs exemples, en fait, pour voir vraiment de quoi il en ressort concrètement. Je vous donne l'exemple d'une femme, donc c'est vraiment inspiré de situations sur lesquelles j'ai accompagné des patientes. Là, je vais toujours dire une femme pour protéger l'anonymat, etc. Donc là, on prend ce que je vous disais là, l'exemple d'une femme qui n'a pas reçu d'affection de sa mère, d'accord ? Je vais vous développer ici. Grandir sans câlin, sans mots tendres, sans ce sentiment en fait de sécurité affective, ça laisse une empreinte profonde, d'accord ? Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là ? Pour se protéger de la douleur, souvent, il met en place une espèce de carapace émotionnelle. Bon, je dis enfant, hein, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi, c'est un mécanisme de défense qu'on voit aussi chez les adultes, en mode « ça me touche pas, je m'en fiche ». C'est genre de trahison, j'allais dire, de phrases qui trahissent, généralement, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et avec le temps, cette stratégie d'évitement, elle amène souvent à se couper des émotions, certes négatives, mais aussi positives. C'est là où ça rend par exemple difficile la connexion avec ses propres enfants ensuite ou avec son mari, avec son partenaire. Et du coup, quand on fait ce constat-là, on peut se sentir complètement incapable d'exprimer à son tour de l'amour, de l'affection, non pas parce que tu le veux pas, mais parce que tu ne sais pas ou tu ne sais plus comment faire. Et ce manque de connexion émotionnelle, ça peut forcément entraîner des difficultés dans la vie de couple, dans les relations avec les enfants, et puis un sentiment profond de solitude et un profond vide intérieur, un profond sentiment de vide intérieur. Je vais donner un autre exemple, encore une fois, fort malheureusement. Et le mot est faible, inspiré de faits réels. Imagine une femme qui a été abusée par un oncle. Donc quand je te parle d'abus, je parle d'abus sexuels, d'accord ? Et le traumatisme, il est souvent encore bien plus intense et complexe. Et déjà, il y a ce choc de la trahison de confiance envers un membre de la famille qui peut amener à un repli sur soi, à un blocage émotionnel. Et puis souvent, en tout cas dans le cas précis auquel je pense là, le fait d'avoir parlé, de ne pas avoir reçu de soutien de la part de la famille, voire même il n'a rien été fait. Et pour survivre à ce traumatisme-là, souvent, les femmes dans ce cas de figure-là, parce que malheureusement c'est très très fréquent, elles développent une espèce de dissociation. Quand je dis malheureusement c'est fréquent, je parle des abus, hein, pas des femmes. Alors pour survivre sur le coup, parce que c'est tellement dur, parce qu'il y a cette trahison dans le corps, cette trahison dans le lien familial, et puis le fait de ne pas se sentir soutenu, défendu par ses parents, etc., souvent on voit cette dissociation émotionnelle qui apparaît comme mécanisme de défense. Et ce détachement, en fait, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de survivre sur le moment, mais aussi à long terme. Et ça, encore une fois, ça engendre une incapacité à se sentir en sécurité dans les relations. Du coup, parfois, du mal à se marier ou alors être avec un homme sans partager d'intimité émotionnelle, etc. Avoir des difficultés de manière générale, en fait, à partager de la confiance, de l'intimité, avoir même peur de cette intimité-là. Et puis surtout le fait de vivre avec des flashbacks extrêmement douloureux qui souvent en fait plongent constamment les personnes dans une période extrêmement douloureuse de leur vie. Et forcément, accolé à ça, il y a souvent énormément d'isolement, d'anxiété, de dépression, et puis vraiment l'impression d'être déconnecté de son propre corps et de ses propres émotions. Et je vous donnais un exemple un peu moins violent, mais franchement, j'aime même pas dire ça parce que je pense qu'il n'y a pas d'échelle, si je puis dire. Mais on observe aussi que les femmes qui ont été harcelées à l'école, les personnes de manière générale, alors oui, certes, je sais, ce traumatisme, il peut paraître moins grave aux yeux de certains, mais les conséquences émotionnelles, elles sont bien réelles. Subir des moqueries, de l'humiliation, de la violence physique, ça laisse des cicatrices invisibles, mais profondes. Et pour se protéger, souvent, pareil, on développe une espèce de dissociation émotionnelle parce que quand on cherche à engourdir, à faire taire en fait les émotions douloureuses qui sont liées au souvenir du harcèlement, que ce soit à l'école, sur le lieu de travail, etc., comme je vous disais tout à l'heure, c'est que
les émotions négatives, entre guillemets, sont mises en sourdine, mais notre âme, elle va aussi faire taire les émotions positives, si je puis dire, enfin, les faire moins ressentir. Et ça, forcément, ça mène à une baisse d'estime de soi. Et surtout, quand on a vécu du harcèlement, une peur constante du jugement des autres. Parce que la peur du jugement des autres est vécue comme une menace profonde. Et forcément, quand on a peur du jugement des autres, qu'on continue de le percevoir comme une menace profonde à ce qu'on est, on a de grosses difficultés à s'affirmer dans sa vie d'adulte. Parce que c'est comme, si je vous la fais courte, m'affirmer égale danger de mort. Enfin, la personne, vraiment, émotionnellement, dans son mental, elle le perçoit comme ça. Et du coup, ça pousse en général ce type de personne à éviter les situations sociales, à se conformer, à se surconformer aux attentes des autres pour justement éviter les conflits. Parce que conflit égale gros problème. Pas conflit égale possibilité de communiquer, d'ajuster les avis, les opinions. Non, c'est juste égal problème. Et ça éloigne encore plus de sa véritable identité, de ses valeurs, de ce qu'on a envie de faire et surtout de ses émotions. Et je vous donne un autre exemple qui est malheureusement bien courant, mais voilà, encore une fois, c'est très malheureux. Mais dans le cas de femmes qui vivent de la maltraitance, de la violence conjugale, quand tu es constamment dans un environnement où tu es rabaissé, malmené émotionnellement, psychologiquement, physiquement, agressé, ça peut pousser à se dissocier aussi de ses émotions pour survivre au quotidien. Parce que la possibilité de partir, il y a tellement de paramètres en fait dans le fait de décider de quitter ce foyer, cet homme, etc. Et la douleur et la peur, la peur surtout devient des fois si intense que ces femmes-là choisissent de s'éteindre émotionnellement pour éviter justement cette souffrance et pouvoir continuer une vie entre guillemets normale, si je peux dire ça comme ça, mais qui n'en est pas une, on est d'accord. Et à long terme, le problème, c'est que cette dissociation peut rendre n'importe quelle personne un petit peu insensible à la douleur, mais aussi à la joie, et de plus savoir comment réagir aux situations aussi positives, avoir du mal à ressentir du bonheur, de la satisfaction, même lorsque la situation s'améliore, voilà, parce que tu es toujours sur tes gardes. Et cette dissociation prolongée, ça nous laisse dans une espèce de boucle de traumatismes qui sont non résolus, qui s'accumulent, et dans l'impossibilité de sortir de cet état de survie pour être plutôt dans un état de vivre, en fait. Et chacune des exemples que j'ai voulu vous montrer, en fait, pour voir déjà, la réalité, elle est bien plus vaste, elle est bien plus complexe que ce qu'on pourrait juste imaginer. Hop, je suis coupée. Non, il y a des raisons. Et comprendre la raison de ce constat qu'on fait à un moment donné, je sens plus mes émotions, j'ai l'impression d'être en mode Robocop, il faut essayer d'y mettre du sens, de comprendre, parce que quand on y met du sens et qu'on essaye de comprendre, là on peut commencer, c'est la première étape, parce que on va être plutôt développer une posture de compassion vis-à-vis de soi qu'une posture de jugement. Et puis, dans un autre, dans un autre ordre, dans un autre type de pourquoi, voilà, pourquoi, à un moment donné, je peux faire le constat que je suis coupée de mes émotions, eh bien, sache que le stress chronique et l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire, autrement dit, le fait de vivre constamment sous pression. Alors déjà, vous avez vu dans la dernière situation que j'ai évoquée, évidemment qu'on vit toujours sous pression quand on vit avec quelqu'un de violent, mais rien que ça, c'est déjà pas mal, hein, mais ça coupe des émotions. Et c'est pas étonnant encore quand on regarde de plus près ce que ça implique. Parce que le stress chronique, c'est vraiment comme une espèce de machine invisible qui tourne sans arrêt dans ta tête et dans ton corps. Que ça vienne de ta vie perso, professionnelle, de tes responsabilités familiales ou même de la pression que tu te mets toi-même toute seule comme une grande pour répondre à certaines attentes sociales, ce stress-là, cette pression constante, elle finit par te vider de ton énergie émotionnelle. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que tu te retrouves à fonctionner en mode Robocop, pilote automatique, déconnecté de ce que tu ressens vraiment. Je vais faire l'exemple d'une journée vraiment typique pour énormément de femmes. Tu te lèves le matin, tu as une liste de choses à faire qui est longue comme le bras. Il faut préparer le petit-déj, habiller les enfants, t'assurer que tout le monde a ce qu'il faut pour la journée. Après, tu cours au travail. Là, t'as plein de trucs à faire, t'as une montagne de tâches, t'as tes collègues, tu jongles entre les réunions, les emails, les demandes urgentes de ta boss, de tes collègues. Déjà, t'as cette journée qui est épuisante. Et puis après, tu rentres à la maison et c'est pas fini. Tu reprends ce qu'on appelle la deuxième journée. Devoir des enfants, dîner à préparer, machine à étendre, maison à ranger, voire même 2-3 courses. Et ça,
sans parler des imprévus du genre les enfants qui tombent malades, la machine à laver qui déborde, une dispute avec ton mari. Et ce rythme, en fait, effréné, quand t'as pas le temps, quand tu prends pas le temps de t'arrêter pour respirer, encore moins pour te connecter à ce que tu ressens, mais là, parce que tu te dis, mais j'ai pas le temps pour ça maintenant, ça c'est secondaire, il faut être forte. Mais petit à petit, ce qui se passe, c'est que tu perds le contact avec toi-même, tu perds le contact avec tes émotions. Tu fais le robot, tu te sens comme un robot qui accomplit des tâches les unes après les autres sans vraiment être présente à ce que tu fais et surtout à ce que tu es. Et quand tu continues de vivre ainsi, c'est extrêmement difficile de se souvenir de la dernière fois où tu t'es vraiment sentie heureuse, satisfaite, mais même triste ou en colère. Il y a des femmes qui réagissent plus des fois. Et du coup, des fois, les enfants, ils essayent de provoquer, entre guillemets, une réaction. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Parce que tu es simplement fatigué, émotionnellement, physiquement. Et il y a cette pression des responsabilités familiales. Parce que si t'es mère, tu connais, hein, mais c'est ce sentiment de devoir être la super maman, la super femme, celle qui doit gérer sans jamais faillir. Si tu t'occupes seule des enfants parce que ton conjoint il est absent ou que tu es divorcé, etc., et qu'en plus, faut toujours jongler avec le travail et la maison sans relâche, tu te lèves tôt, tu te couches tard en espérant que tout soit sous contrôle, mais au fond, tu te sens épuisé, vidé, déconnecté. Tu fais tout par habitude. Et là, tu n'as même plus l'opportunité de te poser des questions, de te poser avec toi-même. Et du coup, il y a même quand quelque chose de grave se produit, c'est comme si on n'a plus l'énergie de réagir comme on le ferait normalement. Ton enfant tombe, admettons, il se fait mal, tu t'occupes de lui, c'est comme si tu lui donnes pas de considération pour ses larmes, ses émotions. Juste, hop, tu nettoies la plaie, tu t'occupes de lui par réflexe. T'as pas vraiment, cette inquiétude, cette compassion que les enfants ont tellement besoin quand ils se font mal. Parce que t'as plus l'habitude de ressentir des choses. Et la gestion dans notre société, il faut dire aussi une chose, c'est que cette pression pour être parfaite, d'avoir une vie instagrammable ou que sais-je, donc parfaite au travail, parfaite à la maison, parfaite dans les relations, il y a ce truc des fois où on se sent obligé tout le temps de dire oui, d'être celle sur qui on peut compter, celle qui organise des brunchs, celle qui rend les services, celle qui est présente sur tous les fronts, sans jamais bien sûr montrer une once de fatigue ou d'épuisement ou demander toi-même des services. Mais du coup, à force de répondre aux attentes des autres, tu oublies de répondre à tes propres besoins et tu finis par faire des choses qui ne te correspondent pas. Parce que tu n'as même plus l'espace mental pour te dire non seulement est-ce que je suis vraiment disponible ou pas, mais est-ce que ça le fait en fait ce qui m'est demandé. Je me rappelle, j'avais une patiente comme ça qui avait, un jour elle avait eu un déclic, elle était toujours aux petits soins avec ses parents, elle leur faisait tous les papiers administratifs et tout, et puis un jour son père il lui demande de faire, je sais plus, cette déclaration à la CAF ou un truc comme ça, mais elle se dit mais attends, c'est faux ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de me demander de faire une déclaration à la CAF qui est une fausse déclaration. Et là, elle a eu un déclic de choses qui lui a été demandées depuis plusieurs années, etc. Mais c'est tellement devenu un automatisme de tout faire sans poser de questions, sans analyser tout ça. Là, elle s'est dit, là, elle a eu un déclic en mode, non mais attends, là, je vais faire quelque chose de grave, quelque chose qui est complètement contre mes principes. Et le résultat de ça, c'est bien sûr l'épuisement émotionnel. À force de tirer sur la corde, mais tu te retrouves à bout de souffle. Tu n'as plus l'énergie de ressentir quoi que ce soit la joie, la tristesse, la colère, l'amour, la satisfaction, parce que tout ça, quand on est en mode « je suis coupé de mes émotions », in fine, tout ça nous semble terne, plat. On a l'impression d'être dans un espèce de brouillard constant, sans même savoir pourquoi on se sent ainsi. Mais j'ai vu des femmes que pour elles, c'était devenu leur norme, en fait, ce brouillard-là. Et même quand elles avaient un moment de tranquillité, elles se disaient, mais attends, je peux même pas kiffer, en fait. Elles se surprenaient à pas ressentir du tout ce qui est normalement se profiler comme quelque chose de positif, comme si les émotions avaient disparu. Et ce vide émotionnel, ça fait douter de soi. On se dit, mais attends, mais je suis vide, je suis éteinte de l'intérieur. Et c'était extrêmement perturbant. C'est essentiel de reconnaître que le stress chronique, l'épuisement émotionnel, c'est pas des signes de faiblesse, c'est des réponses normales, naturelles. Quand on a un mode de vie surchargé, c'est mathématique de finir, si je puis dire, par réagir comme ça.
hyper important dans ces moments-là de prendre du temps pour soi, de ralentir, de se reconnecter à ses besoins, à ses émotions, voire même des fois juste de se poser la question. C'est quelque chose que je dis tout le temps, c'est pas parce que tu es capable que tu es en capacité de faire les choses. Et ça, c'est plus qu'un luxe, c'est une nécessité, plus encore pour être vraiment présente dans ta vie, pour ceux que tu aimes, il faut d'abord que tu sois présente pour toi-même. Et souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a certaines croyances qu'on développe tout au long de notre vie qui nous poussent à éviter les émotions. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où on t'a appris que montrer ses émotions, c'était un signe de faiblesse, ou c'est un truc de blanc, c'est un truc d'européen. Tu as entendu des choses comme ça, c'est pleurer, c'est pour les faibles, garde la tête haute quoi qu'il arrive, nous on est des femmes comme ci, ou nous on est des femmes comme ça, on gère pas comme ça. Et dans certaines familles, c'est commun d'être éduqué à réprimer ses émotions dès le plus jeune âge, voire même à être humilié quand on manifeste. On apprend que l'expression de la colère, de la tristesse, attention quand je te dis la colère, je ne parle pas d'éclater les verres sur les murs, même de dire voilà je suis en colère, même de la joie, c'est pas acceptable. On t'a peut-être dit des trucs du genre faut garder tes émotions pour toi, ou ne pas faire trop de vagues. Et ces messages-là, reçus encore et encore, mais ça s'ancre profondément et ça devient vraiment des croyances bien ancrées, des disquettes limitantes. Si tu as appris que enfouir tes sentiments, ça permet d'éviter d'être jugé, donc en danger, ou de paraître vulnérable ou de faible, et encore là, c'est la peur de l'autre, quelque part, et tu finis par la conclusion que c'est plus facile d'ignorer les émotions que de les affronter, que de les comprendre, parce qu'on a cette crainte comment dirais-je, regarder, faire face à nos émotions, ça va nous échapper, nous submerger. Et ces croyances, elles mènent à éviter, consciemment ou inconsciemment, de se connecter à ce qu'on ressent réellement. Et ça peut se manifester. C'est des personnes qui disent, qui vont sortir comme ça, des femmes, de toute personne, de toute façon, c'est pas si grave. Moi, j'ai pas de raison de me sentir comme ça. C'est une manière en plus d'invalider elle-même ce qu'elle est en train de ressentir. Et c'est totalement contre-productif. Et à force d'éviter ces émotions-là, tu risques de te retrouver complètement coupée d'elle-même. Tu sais même plus comment les identifier, les exprimer. Par exemple, il y a une sœur qui a acquis le journal d'introspection, donc vous pouvez retrouver sur mapsyenlignechez-moi.fr/journal, qui m'a envoyé un mail en me disant la première fois que j'ai ouvert le journal d'introspection, mais je me suis sentie submergée, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ou plus plein d'émotions en fait. Et parce que quand on est à force d'éviter ces émotions, d'être coupé d'elle-même, on ne sait plus les identifier, les exprimer. On peut ressentir une espèce de malaise sans pouvoir mettre des mots dessus, de se surprendre à réagir de façon disproportionnée, à une petite contrariété, parce qu'on n'a pas laissé la place aux émotions plus profondes de s'exprimer. Et le problème avec cette répression émotionnelle, c'est qu'elle ne fait que renforcer cette déconnexion, le fait de se sentir coupé. Tu vois, c'est un mécanisme que tu as mis en place qui donne ce résultat. Tu deviens ce résultat d'être étrangère à tes propres ressentis, comme si la vie intérieure était une espèce de langue que tu n'as pas appris à parler en fait. Et si tu as été aussi encouragée dans ta vie à rester forte, à tenir bon dans toutes les situations, et à renforcer l'idée que les émotions, c'est un fardeau, une distraction même de ce qui est important, de vouloir toujours tout contrôler comme ça, ignorer, de mettre tout sous le tapis, comme je dis souvent, on se prive des aspects positifs. Il faut se dire un truc, c'est que quand on essaie toujours de shut down le négatif, le positif s'amoindrit aussi. On ressent moins les joies avec nos amis, les émotions que tu peux lire quand tu relis un super bouquin, ou la paix intérieure que tu peux ressentir quand tu as libéré une tristesse longtemps retenue. Et les normes sociales et culturelles, forcément, elles jouent un rôle dans cette manière de vivre nos émotions, parce que clairement, il y a des cultures qui valorisent la maîtrise, le contrôle de soi, la suppression des émotions. Il faut être une battante, une warrior, une lionne. Mais ça, le problème, c'est que quand c'est fait de manière disproportionnée, ça amène encore plus à de la déconnexion émotionnelle. Et en tant que femme, il est souvent attendu que tu prennes soin des autres, que tu sois forte, résiliente, mais pas la vraie résilience, si je puis dire. Et du coup, tu as appris à réprimer tes émotions pour répondre à ces attentes. Et ça, au bout d'un moment, tu fais ce constat que tu es déconnecté de tes émotions. Et pour briser
ce cercle de l'évitement émotionnel, ben encore une fois, c'est important de reconnaître ces disquettes qu'on a, ces croyances limitantes, ces mécanismes de défense, ces barrières qu'on a construites au fil du temps, de les reconnaître et puis d'accepter, d'oser l'idée qu'elles peuvent être déconstruites avec de la patience, de la compassion, de la bienveillance, mais surtout, c'est ce que j'ai dit à une de mes patientes cette semaine, je lui ai dit, mais tu sais, la colère, ça tue pas en fait. Elle me parlait de quand son mari se mettait en colère, ben en mode normal, c'est une émotion du quotidien. Je lui ai dit, tout va bien, il est juste en colère. Mais elle, de par son histoire, bon, ça c'était dans la partie précédente dont je vous parlais, ben elle était en mode, ouais, colère égale danger de mort en fait. Et mais c'est ça, reconnecter avec ses émotions, ça permet de dialoguer avec ses émotions, de les accueillir, de les explorer sans jugement, de les comprendre, parce qu'elles font partie intégrante de ce qu'on est. Et c'est vraiment un chemin du coup vers plus de sérénité, plus d'épanouissement, plus d'authenticité. Et puis il y a une autre, il y a un autre ensemble, un autre ensemblier, je crois que c'est les Belges qui disent ça, qui peuvent mener au constat qu'on est coupé de ses propres émotions, c'est la dépression et les troubles de l'humeur. Donc, la dépression et d'autres troubles de l'humeur, ça peut être des causes majeures de déconnexion émotionnelle. Quand on est en proie à la dépression, c'est fréquent de ressentir cet engourdissement émotionnel. C'est un état où les émotions peuvent s'éteindre progressivement. Et ça peut être lié avec les causes dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que ça peut créer de la dépression. Mais quand tu perds tout intérêt pour les activités que tu aimais avant, que tu te sens apathique, indifférente par rapport à des situations qui autrefois auraient, qui t'auraient mise en feu ou en tout feu, tout flamme, ben, il faut savoir que oui, la dépression, cette maladie, qui a des effets que je vais développer, ben, ont des effets physiologiques, chimiques, ont des effets sur nos émotions. On sait que la dépression affecte, je répéterai jamais assez, la chimie du cerveau. Ça perturbe les neurotransmetteurs qui régulent notamment l'humeur, comme par exemple la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline. Ces substances chimiques, elles sont essentielles pour qu'on puisse ressentir du plaisir, de la motivation, plein d'autres émotions. Et lorsque l'équilibre de ces neurotransmetteurs-là est perturbé, bah, ça devient difficile, mais par A plus B, de manière mathématique, de ressentir des émotions positives, négatives, mais de se connecter même à ce qu'on ressent habituellement. Et à la place, on se retrouve plutôt dans un espèce d'état de léthargie émotionnelle où tout semble sans goût, terne, plat, sans relief, un plat sans épices. La vie devient un plat sans épices, sans sel, sans poivre, rien du tout. Et la dépression est souvent accompagnée d'une fatigue extrême, bien sûr pas d'énergie. Ça rend encore plus difficile la gestion des émotions lorsque ton corps et ton esprit sont épuisés. C'est naturel, c'est normal d'avoir ce réflexe de se retirer émotionnellement pour économiser justement ces ressources mentales qui sont difficiles d'accès dans ces moments-là. Et du coup, ça crée un espèce de cercle vicieux parce que plus tu te sens déprimé, plus tu te coupes de tes émotions pour te protéger, ça aggrave encore plus, par conséquent, l'état dépressif. Donc la dépression, ça peut vraiment entraîner, aggraver même ce sentiment de vide, de détachement, parce qu'on a l'impression d'être à côté de sa vie, de ne pas vraiment y participer, comme je vous disais tout à l'heure, du mal à connecter avec les moments de joie, même de tristesse, de colère. Ça m'est arrivé de travailler avec des femmes qui étaient en mode « Attends, mais là, je devrais pleurer, je ne suis même pas en train de pleurer, en fait. » Ce détachement émotionnel, certes, c'est une façon pour l'esprit de se protéger de la douleur, mais ça peut provoquer après un bouleversement qui va alimenter la dépression. Et forcément, dans le lot, comme je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est que quand on coupe de ces émotions, entre guillemets, négatives, ça racle aussi sur les émotions positives. La dépression, il faut se dire, elle ne se contente pas d'assombrir l'humeur, elle déconnecte aussi de l'expérience sensorielle, émotionnelle, cette connexion qu'on a avec soi-même, avec ses sentiments. Et, je vous le disais tout à l'heure, reconnaître cet impact, c'est la première étape pour pouvoir justement chercher des moyens de se comprendre, de comprendre pourquoi on en est arrivé à là, de reconnecter avec ses émotions, souvent d'apprendre à faire avec ses émotions d'une manière différente de ce qu'on a appris à pas faire, à pas faire jusqu'à maintenant. Et là, c'est clair que la psychothérapie est indiquée, le soutien social, la méditation. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur mapsyenlignchez-moi.fr/méditation pour justement te ramener ton attention sur le présent, sur ce que tu penses,
sur ce que tu ressens. Je voudrais encore souligner que ces mécanismes d'autoprotection inconscients, souvent, cette coupure avec les émotions, c'est vraiment une forme d'autoprotection sur le coup. On ne veut pas se saboter sur le coup, on veut juste survivre, complètement inconscient. C'est vraiment quelque chose que ton esprit a mis en place pour éviter justement de revivre ces moments de souffrance intense, de vulnérabilité qui fait flipper, et ces mécanismes encore une fois, d'autoprotection, ces mécanismes de défense-là, c'est des réponses naturelles, normales, mathématiques. Quand on traverse des périodes de grande détresse, de traumatisme, c'est comme si, j'ai envie de te dire, on est programmé pour réagir comme ça. Ton esprit, il ferme les vannes des émotions pour te permettre de fonctionner malgré la douleur. C'est cette dissociation émotionnelle-là qui agit comme une barrière protectrice qui t'aide, d'accord, à ne pas te laisser submerger par cette souffrance. Et c'est ça qui nous permet en général de continuer à avancer dans la vie quotidienne. Et en ce sens, ce mécanisme, il est utile parce qu'il nous offre un moment de répit par rapport à des émotions qui sont trop intenses pour être gérées sur le moment où déjà sur ce moment-là, tu n'as plus de ressources. Mais à un moment donné, ce mécanisme-là, bien qu'il soit essentiel dans des moments de crise, dans l'instant T du traumatisme, si je puis dire, il peut devenir problématique lorsqu'il persiste bien au-delà de cette période où il est nécessaire. À un certain point, cette coupure émotionnelle, comme je disais tout à l'heure, qui à ce moment-là était une protection, devient une prison émotionnelle. Parce que continuer de se couper de ses émotions, même quand le danger où la douleur immédiate est passée, et c'est ce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne, quand tu étais enfant, tu n'avais pas les ressources, mais prends conscience que tu es une adulte maintenant, et que tu es à un autre niveau. Et souvent, quand on continue à avoir des mécanismes de défense qui ne sont plus opportuns, ça nous empêche de guérir pleinement. Quand on reste dans ce mode de protection, de défense, on se prive vraiment de cette capacité de ressentir. Alors certes, la douleur, là tu vas me dire, mais Émilie, t'as pété un plomb. Non, je veux pas. mais c'est aussi de ressentir les émotions positives, comme la joie, la connexion relationnelle, l'amour, comment dire, c'est que je suis en train de le fait de rire, en fait, voilà, le plaisir, apprendre à faire différemment avec la réalité. C'est vraiment ça, en fait. En reconnaissant que ce mécanisme d'autoprotection, ok, à un moment donné, il est utile, mais pas tout le temps. Il faut accepter que pour guérir, véritablement, même pour se rencontrer, pour vivre pleinement, il faut se permettre de ressentir à nouveau cette gamme complète des émotions. Ça fait partie de la vie ici-bas. Si tu n'as pas de up, tu ne ressentiras pas le down, si je peux dire. Si tu n'as pas le down, tu ne ressentiras pas le up. Même quand c'est inconfortable, c'est douloureux, ça ne te fait pas mourir en fait, d'accord ? Oser ressentir ces émotions, s'y confronter. Et encore une fois, vraiment, je t'invite, si ce podcast te parle, toi, il va peut-être t'aider à toi, te comprendre, toi, ou comprendre des personnes de ton entourage. Oui, une psychothérapie, c'est indiqué. Si tu veux augmenter ton intelligence émotionnelle, comprendre tes émotions, qu'est-ce que tu peux faire, les questions que tu peux te poser, je t'invite vraiment à te rendre sur mapsychenligne-chez-moi.fr/journal. Le journal d'introspection, c'est vraiment quelque chose qui, tu as le bon process pour envoyer ton cerveau dans la bonne direction par rapport pour le fait de lecture, de lire, de décrypter tes émotions. C'est vraiment quand tu oses en fait ressentir tes émotions, que tu t'y confrontes d'une manière mature, c'est un peu une manière de retrouver, si je peux dire ça comme ça, ton pouvoir personnel. C'est ça qui va te permettre de te reconnecter à toi-même, de comprendre ce que tu ressens vraiment et pourquoi surtout. Et ça peut t'aider à mieux, bien sûr, naviguer dans ta relation avec toi-même, avec les autres, à établir des limites plus saines, à exprimer tes besoins plus clairement, parce que quand tu affrontes, quand tu lis tes émotions, plutôt que les fuir, là tu te donnes la chance, l'opportunité plutôt, de transformer tes blessures en force, de mieux comprendre tes réactions et de cultiver en fait la vraie résilience émotionnelle. Et je sais, faire face à cette réalité, ça demande, c'est vrai, du courage. Ça demande d'accepter que la douleur fait partie de la vie. Mais vraiment, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que il n'y a pas de fatalité. Que tu ressentes un vide, que tu te sentes coupé de tes émotions, c'est compréhensible.
face aux douleurs et aux défis de la vie, comme j'ai voulu te l'expliquer, te le transmettre dans ce podcast. C'est un mécanisme de défense que tu as développé pour te protéger, mais il n'y a pas de fatalité. Tu n'es pas obligé de continuer sur ce mécanisme-là. Tu peux, c'est pas une condamnation à vie en fait. C'est plutôt un signal de ton corps, de ton esprit, de ton âme, qu'il t'envoie en fait pour que tu puisses te traiter en première classe, d'écouter ce qui se passait à l'intérieur, te donner l'opportunité de guérir. Tu n'as plus besoin d'être cette femme qui est piégée dans la douleur de ses expériences passées, de ces mécanismes qu'elle reproduit et qui créent aussi de la déconnexion dans son présent. Tu peux être plus humaine, tu peux être plus résiliente. Inch'Allah, si Dieu le veut, tu as cette capacité de surmonter ces barrières émotionnelles. En te reconnectant à tes émotions, c'est vraiment cette opportunité de vivre une vie qui est plus sereine, plus authentique, plus vibrante, si je peux dire ça comme ça. Je voudrais vraiment que tu retiennes une chose et que tu acceptes l'idée que se reconnecter à tes émotions, ça ne signifie pas que tu vas te laisser submerger par elles. Ça signifie plutôt que tu vas les accueillir comme des parties intégrantes de toi. C'est t'autoriser à ressentir cette gamme complète des émotions. La joie, l'amour, la paix, mais aussi la tristesse, la colère et la peur. Ça fait partie de la vie. Toutes ces émotions font de toi une femme qui est entière, qui est vivante. Et c'est normal d'avoir peur d'ouvrir la porte à ces émotions quand on les a longtemps gardées enfouies. Mais vraiment, rappelle-toi que ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et c'est à travers justement la lecture, la lecture de cette vulnérabilité que tu vas trouver ton vrai potentiel, ton authenticité, que tu vas apprendre à te connaître. Chaque jour, tu peux faire ce petit pas vers toi. En fait, c'est juste de contempler, mais voilà, d'interroger tes émotions, le pourquoi, du comment, de prendre quelques minutes pour respirer, pour interroger qu'est-ce qui se passe en toi. Alors vraiment, je t'invite à jeter un coup d'œil au journal d'introspection. Mais là, quand tu vas prendre ce temps de te connecter avec toi-même, même si ça te semble difficile au début, ou alors en parlant avec une psychologue diplômée, qui peut te soutenir dans cette reconnexion-là, chaque petit pas compte. Et chaque effort pour te reconnecter avec tes émotions, c'est un acte de courage, de compassion, où tu te traites en première classe. Il n'y a pas de fatalité, il y a juste des opportunités de leçons, de croissance, de renaissance, si Dieu le veut. J'aimerais beaucoup avoir vos retours par rapport à ce podcast, parce que je sais que c'est vraiment un sujet qui est lourd. Mais je voulais vraiment toutes ces choses que j'explique à mes patientes, aux femmes que j'accompagne, que ce soit dans les coachings mentaux, en psychothérapie, au sein du bootcamp Ma Psy Campus. Il y a des choses que je répète en fait. Et dans ce podcast, je voulais vraiment donner les clés pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe en fait vraiment quand je suis coupée de mes émotions, que vous puissiez sortir du mode jugement, que vous puissiez passer dans le mode compréhension, que ça puisse être un premier pas à une page qui se tourne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, franchement ça fait toujours plaisir. J'essaie autant que faire se peut, je les lis et d'y répondre. Sinon c'est la team Ma Psy en ligne chez moi qui me soutient sur ça. Et si tu veux m'adresser une note, une review, un commentaire, d'ailleurs j'ai lu un commentaire la dernière fois sur Apple Podcast, franchement qui déchirait, j'étais trop contente, je peux pas y accéder là, mais franchement merci à toutes les personnes qui nous laissent des commentaires, merci de votre écoute et de votre attention, au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine pour l'émission Se traiter en première classe, cette dose hebdomadaire pour que tu puisses te construire, te cultiver le mindset d'une femme qui est épanouie et qui est en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule pour vous donner des explications autant que faire se peut impactantes et surtout des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations, de vos ambitions et surtout pas en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre Ma Psy Campus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur Ma Psy Campus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie.
Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-chez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Mapsycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Mapsycampus.